nature de cette énergie commune qui traversait jadis les corps des hommes et des animaux, Michel Onfray? Ah, mais pourquoi en parlez-vous au passé? C'est la même. Alors, quelle est Elle existe toujours. cette énergie? Il y a une belle formule chez Bergson. Enfin, Bergson parle de l'élan vital, et je pense qu'il y a effectivement une espèce d'élan vital. Vous savez, quand on est enfant et qu'on lance une boule, on s'aperçoit qu'elle roule, elle roule, elle roule, et qu'il y a une espèce d'énergie qui a été impulsée dès le départ et qui donne ce mouvement. Je pense que depuis le Big Bang, et même avant le Big Bang, il y a eu une espèce d'énergie qui s'est constituée, qui se déplie, qui se déploie, et que le dépliement et le déploiement de cette énergie produit tout ce qui est, donc tout ce que nous sommes, et que nous obéissons à ça, nous subissons tout ça. Je suis assez vitaliste, moi, sur le terrain philosophique. C'est-à-dire que je suis pas gêné quand on appelle cet élan vital Dieu, j'ai aucun problème avec ça, mais on n'a pas besoin de l'appeler Dieu, mais je veux dire que... Vous l'appelez comment, vous? L'élan vital. Schopenhauer parlait de vouloir, Wille en allemand, la volonté, si l'on veut. Nietzsche disait Wille zur Macht, je ne vais pas faire le malin, je suis pas germaniste, mais le vouloir vers la puissance. On a appelé ça la volonté de puissance par la suite, et je pense que tous les vitalistes ont appelé ça d'une certaine manière. Ça s'appelle la vie, c'est le vivant dans la vie, quoi. C'est ce qui dans la vie veut la vie. Et quand vous regardez une plante, quand vous regardez même la pierre, si vous êtes capable de vous attarder pendant 10 000 ans... Vous voyez, vous, l'élan vital dans une pierre? Oui, bien sûr. Oui. Bien sûr. Oui. C'est-à-dire que racontez-nous. Alors, il y a pas de pierre isolée. Quand je parle de la pierre, c'est pas une pierre que vous avez trimballée et qui est arrivée sur l'étagère de votre bibliothèque, hein, entendons-nous bien. Mais la pierre, elle est dans un espace. Et cet espace, il vous parle. Moi, j'ai toujours été désolé qu'on fasse si mal de la géologie en cours, parce que la géologie, c'est l'art du temps dans sa lenteur. Et quand on vous explique que les pierres sont ainsi parce qu'elles ont subi des pressions, elles ont subi des chaleurs, elles ont subi des effritements, que le roc le plus dur va donner le sable le plus fin, et que tout ça suppose effectivement un temps, que quand vous avez un sablier, que vous voyez le sable qui s'écoule, c'est de la mesure du temps qui s'écoule, mais en même temps, ce sont des pierres qui ont vécu et qui vivent encore, mais sous forme de sable. Je pense que c'est une conscience de la durée qui nous vient quand on sait regarder la pierre dans son élément, dans le lieu dans lequel elle se trouve. La pierre nous raconte autant le temps que la plante, que la fleur, que l'arbre et que la vie d'un homme. Et que les animaux, puisque vous parlez beaucoup de notre rapport oublié parfois entre l'être humain et l'animal. L'animal est notre prochain, écrivez-vous, une partie mémorielle de nous-mêmes. Il n'y aurait qu'une différence de degré et non de nature entre l'animal et l'être humain. Qu'est-ce que ça change, ça, Michel Onfray, tout? Ça change vraiment tout. C'est-à-dire que en 1859, quand Darwin écrit l'origine des espèces, puis 71, surtout un livre plus important encore sur la filiation de l'homme, il nous dit effectivement, non pas que l'homme descend du singe, mais qu'un singe évolue et que cette évolution produit l'homme. Alors bon, on en descend si on veut, mais on est ce singe. Et comme si rien n'avait été dit, en 1859 et en 1871, on continue à parler d'âme immatérielle, de vie après la mort, de transmigration des âmes, d'enfer, de purgatoire, de paradis. Des milliards de gens sur la planète pensent qu'effectivement il existe des paradis dans lesquels des vierges nous attendent ou ce genre de choses. Bon, très bien, mais je dis simplement la métaphysique n'est plus possible après les sciences naturelles. Donc oui, bien sûr, à chaque fois que je vois les hommes agir, les hommes, les femmes, enfin le genre humain, je vois des animaux. Donc effectivement, quand vous avez un joli garçon parfumé avec sa carte bleue qui sort de sa voiture, une jolie voiture de sport, une jolie jeune fille blonde, je pense en termes d'éthologie. Et je vois le mâle dominant, je vois les phéromones, je vois les glandes avec lesquelles on marque le territoire, je regarde le comportement des autres qui ne sont pas des mâles dominants mais des mâles dominés, je vois la femelle du mâle dominant. C'est-à-dire que l'éthologie, la discipline qui s'occupe du comportement des animaux devrait avoir pris la place de la philosophie et surtout de la métaphysique. Vous nous conseillez aussi de nous ensauvager, Michel Onfray? Alors, pas totalement non plus, ce serait trop dangereux, radical. En même temps, trop radical, oui, vous avez raison, mais de dire simplement, retrouvez ce qui reste en vous de l'animal que vous fûtes. Et par exemple, si vous aimez le vin, eh bien, vous vous ensauvagez, parce que vous allez renifler, vous allez goûter, et vous allez chercher, et vous allez trouver des arômes de sous-bois, des arômes aussi, mais ce sont aussi des atomes, justement, qui vont faire penser, je sais pas, quand on parle des Bourgognes, on a du ventre de lièvre, on a du cuir de Russie, on a des choses comme ça qui sont extravagantes, et là, pour le coup, c'est s'ensauvager. C'est s'ensauvager aussi que d'écouter un opéra de Mozart. C'est-à-dire qu'on fait fonctionner le sens le plus primitif. Nietzsche disait que l'oreille est l'organe de la crainte, parce qu'effectivement, c'était ce avec quoi l'animal faisait sa vie et bout sa mort. Si vous n'écoutiez pas le danger, vous ne l'entendiez pas arriver, eh bien vous étiez mort et c'était terminé. Et je dis simplement, nous ne savons plus regarder, nous ne savons plus sentir, goûter, nous ne savons plus toucher, nous ne savons plus écouter. Et s'ensauvager, pour moi, c'est faire de telle sorte que nous soyons vraiment dans la jouissance de nos 5 sens.
On a cessé de lire la vérité du monde dans les étoiles, écrivez-vous à un moment. Quelle est la vérité du monde que l'on peut percevoir en regardant vers le ciel, Michel Onfray? Oui, j'oppose la tête levée vers le ciel et le spectacle de la Voie lactée et la tête baissée vers le livre, qui fait qu'on demande au livre, je parle des monothéismes là pour le coup, Ancien Testament, Nouveau Testament au Coran, et on dit mais la vérité du monde est dans le livre qui dit le monde. Et je dis mais continuez à lire le livre et vous ne verrez pas le monde. Et vous critiquez aussi certains philosophes qui ont la tête dans le livre plutôt que vers le ciel. Bien sûr, c'est assez paradoxal chez quelqu'un qui a publié plus de 100 livres, vous me direz, et qui en a lu qui en ont lu un certain nombre, mais je pense que vous avez raison, c'est l'un de mes paradoxes. C'est-à-dire d'avoir besoin d'avoir beaucoup lu pour savoir que lire n'est pas forcément le chemin le plus court pour parvenir au monde, mais le chemin le plus court pour parvenir au monde, c'est justement d'avoir réensauvagé ses sens et de le regarder, de le sentir, de le goûter, etc. Et quand je suis dans mon village natal, où j'ai une maison à Chambois dans l'Orne, et que je suis dans mon jardin et que je regarde le ciel étoilé... Qu'est-ce que vous apprenez ? Ma petitesse dans l'univers. C'est ce que Kant appelle le sentiment du sublime, c'est-à-dire que la grandeur de cet espace, l'infinité des mondes et la petitesse de ma vie, il y a une espèce de tension formidable entre l'espèce de précarité de mon existence et l'immensité de cet univers, ces étoiles dont les lumières nous arrivent alors qu'elles sont déjà mortes. Et ça, nous avons sans cesse besoin de le réapprendre, Michel Onfray ? Tellement que, oui, bien sûr, parce que nous l'avons totalement oublié. On est égocentré, on se regarde le nombril, c'est-à-dire c'est le contraire du cosmos, c'est-à-dire qu'on transforme son nombril en cosmos, alors qu'en fait on devrait dire, mais non, justement, le fin fond de l'affaire, le fin mot, pardon, de l'affaire, c'est pas moi, c'est pas c'est pas ma petite personne, nous sommes dans un univers, et nous sommes de passage dans un univers où tout vit, enfin naît, vit, meurt, décroît, etc. Enfin décroît, meurt, et puis disparaît. Ça c'est la vérité du monde, c'est-à-dire que quand on regarde l'espace, l'univers, on comprend des choses essentielles. On devient plus modeste, on comprend quelle place on occupe dans le monde, surtout dans l'univers. On se fait à l'idée que nous sommes périssables et mortels. On se fait à cette idée que, bien sûr, que nous allons mourir et que c'est ridicule de refuser ça, et qu'il faut s'y préparer et en acceptant cette évidence. Michel Onfray, l'athée est un brin panthéiste ? On ne peut pas ne pas être panthéiste, je dirais, si on sort la tête du livre. Les monothéistes, je vous dis, sont des gens du livre, comme on dit. D'ailleurs, la Bible, étymologiquement, ça veut dire le livre. Sous-entendu, pas besoin des livres, mais un livre dit la vérité, mais aucun livre ne dit la vérité du monde. Les livres, quand ils nous ramènent au monde, ce sont des bons livres, mais il y a beaucoup de livres qui nous éloignent du monde, et hélas, et donc qui nous rapprochent du cérébral, du concept, de l'idée, mais sûrement pas du monde. Et ça, c'est le grand péché du monothéisme, c'est-à-dire d'avoir mis un livre entre le monde et nous. Michel Onfray, si on cesse de dominer les animaux, comme vous le recommandez, si on adopte vis-à-vis d'eux un point de vue égalitaire, on cesse aussi de les manger ? Alors, je ne mets pas un signe d'égalité. Parce que ils font beaucoup de casuistiques, vous savez, les véganes, les gens qui travaillent pour la libération des animaux, par exemple, comme Peter Singer, qui nous disent, bon, finalement, un homme égale un animal, puisque ce sont des animaux, qu'il y a des animaux humains et des animaux non humains. Vous n'êtes pas, vous, un antispéciste ? Non, voilà. Mais, alors évidemment, puisque je ne suis pas un antispéciste, pour les gens qui, eux, effectivement... militent dans ce sens-là, ils estiment effectivement que je suis, je sais pas quoi, un faux frère, enfin tout ce qu'on voudra. Mais donc pour vous, on les mange, les animaux ? Oui, bien sûr. C'est-à-dire que le problème, c'est la question de la cruauté, c'est la question de l'élevage, c'est la question des souffrances infligées aux animaux, c'est ça le vrai problème. Parce qu'on ne peut pas faire l'économie de la nourriture carnée. C'est un truc d'intellectuels des villes. La plupart du temps, les véganes sont... Les intellectuels des villes. Oui. Mais faites une sociologie des véganes, vous n'en trouverez pas beaucoup dans les campagnes. Ce qu'ignorent les véganes, c'est que une vache, un cheval, un cochon, ce sont des produits culturels et pas naturels. Ça n'existe pas dans la nature. C'est un produit de milliers d'années de domesticité, de domestication. Et l'idée de leur dire rendons-leur la liberté, c'est comme si on disait à un enfant qui arrive au monde, et pour éviter qu'il soit dans la domination parentale et dans la transmission de tous ces problèmes de phallocratie et de misogynie, on le touche pas, on le nourrit pas, on le laisse comme ça naturellement parce que la nature est bonne. Mais cet enfant, dans les 24 heures, il est mort. Donc il y a juste un moment donné où il faut être conséquentialiste, c'est-à-dire si on dit aux véganes, d'accord, on vous donne le pouvoir pendant 10 ans,
Et alors, on dit, qu'est-ce qu'on fait effectivement avec les animaux, etc., etc. Donc, évidemment, est-ce qu'on fait encore des courses de chevaux? Est-ce qu'on a encore des animaux domestiques? Est-ce que... Alors, on mange de la viande, bien sûr. Tout ça est très réfléchi, en réalité, par les antispécistes. En général, Non, c'est pas, ils font des propositions. Non, mais aucune. Moi, j'ai lu leur cahier antispéciste quand j'ai écrit un peu sur leur sujet, et je suis un de leurs défenseurs en même temps, parce que je dis que leur... Ah bon? Oui. Non, mais Ça attendez. n'a pas l'air. Mais non, mais je dis, dans leur radicalité, ils posent des bonnes questions auxquelles il faut apporter d'autres réponses que les réponses qui sont apportées par des espèces de platoniciens de l'animal qui nous parlent de l'animal comme si c'était une espèce d'entité. Non, c'est une réalité et l'animal sauvage existe peu. On va parler maintenant avec vous, Michel Onfray, d'écologie et d'urgence climatique. Vous disiez, il y a quelques mois dans une interview dans le journal L'Écho, l'écologie est récupérée par les bobos urbains. Les revoilà. Les bobos urbains libéraux en mal de religion civique, sauver la planète est leur mantra. Si vraiment on voulait une écologie qui ne soit pas de surface, alors il faudrait effectivement un véritable programme de décroissance antilibérale. Vous souhaitez quelle écologie, vous, Michel Onfray ? On en a un petit peu parlé quand je vous ai dit tout à l'heure qu'il fallait pas laisser l'écologie aux mains des bac plus 5 qui connaissent la nature à partir du 6e arrondissement ou du Marais et qui ont une théorie de la nature sans jamais savoir ce qu'elle est véritablement. Donc je dis que c'est encore la même chose aujourd'hui quand on a justement les catastrophistes avec le climat qui nous expliquent un tas de choses en nous disant, vous voyez Greta Thunberg qui nous dit il faut écouter la science. Et elle dit la science c'est moi. Donc on a une jeune fille qui a 16 ans, cesse d'aller à l'école. Elle s'appuie sur... plusieurs études scientifiques. Je ne vous le fais pas dire qu'elle s'appuie sur des gens qui lui disent ce qu'il faut dire. Mais appelons ça des études scientifiques si vous voulez, mais vous savez, il y a aussi des gens qui... Le GIEC, c'est quand même costaud, non ? Ça, c'est vous qui le dites, mais je ne le crois pas du tout. Non, pas du tout. Vous savez, c'est comme Lysenko en Union soviétique qui nous disait effectivement que les lois de Mendel étaient fausses, que les petits pois lisses, les petits pois striés, tout ça c'était de l'invention idéologique. Et donc, qu'est-ce qui est vrai, Michel Onfray ? Eh bien, par exemple, lisez Emmanuel Leroy-Ladurie qui écrit un livre qui s'appelle L'histoire du climat depuis l'an 1000. Et qui vous dit très précisément qu'il y a eu des cycles de réchauffement et de refroidissement de la planète pendant 1000 ans alors qu'il n'y avait pas un seul moteur sur la planète. Je vous pose juste la question. Et donc c'est de la perte de temps, les jeunes qui se manifestent aujourd'hui dans la rue, ils perdent leur temps ? Ils perdent pas leur temps, mais je veux dire, on a tous été jeunes et on a tous dit des bêtises quand on avait 15 ans. Donc on a le droit de temps en temps de se faire reprendre par des adultes qui ont un peu travaillé sur le sujet, qui ont un peu réfléchi sur la question et qui vous disent, mais comment se fait-il qu'à l'époque... justement, vous le disiez, ils sont épaulés... par des autres, par des scientifiques. Ce sont des marionnettes entre les mains des adultes. On n'a pas la science infuse quand on a 15 ans. On n'est jamais que l'éponge qui a absorbé tout ce que papa, maman, le professeur, la télé, la radio, Internet... Et donc les climatologues, ils nous mentent ? Non, je dis pas ça. Je dis qu'on ne fait pas de climatologie. On fait de l'idéologie. Je pose la question, Emmanuel Leroy-Ladurie nous fait un travail d'historien pour nous expliquer que pendant 1000 ans, en travaillant avec des archives d'agriculteurs, de viticulteurs, il y a eu des périodes de glaciation et de refroidissement alors que les hommes n'étaient pas là. Je rappelle que finalement la géologie nous l'enseigne absolument, c'est-à-dire que si vous montez sur une montagne et que vous trouvez aujourd'hui des fossiles, c'est la preuve qu'au sommet de cette montagne, jadis, il y avait la mer. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des glaciers qui ont fondu, ça veut dire qu'il y a des glaciers qui sont apparus. Et donc on ne se tracasse pas ? Je dis pas ça, je ne dis pas ça. Je dis si vraiment on la prend au mot, la petite Greta Thunberg, eh bien, faisons de la science. Et à ce moment-là, la science suppose qu'on fasse de l'astrophysique, qu'on aille voir des questions, par exemple, des orages magnétiques, qu'on aille voir, par exemple, la question des champs magnétiques, de l'inversion des champs magnétiques, de la question des orages solaires, de la raison des tempêtes solaires, de l'effet des tempêtes solaires sur notre petite planète. Moi, j'ai fait partie d'une génération où on se moquait de la nature. Et je suis à l'âge aujourd'hui où tout le monde respecte la nature. Il y a donc une évolution, c'est formidable. On a découvert que, et je pense que le premier pas sur la Lune... Mais quand vous voyez des études qui parlent de la disparition des espèces, les insectes qui disparaissent, vous qui aimez les animaux, vous qui aimez la nature, ça ne vous met pas en colère ? Autre sujet. C'est lié au mouvement climatique. Pas du tout. Et à la pollution. C'est pas du tout la même chose. Rien à voir avec le réchauffement climatique, mais tout à voir, en revanche, avec les pollutions des sols. Parce que depuis l'agriculture productiviste, on a estimé effectivement qu'il fallait mettre des intrants, enfin des produits chimiques dans la terre. Parce que moi, j'ai connu des paysans qui faisaient encore du blé sans produits chimiques et tous leurs voisins agriculteurs se foutaient d'eux en disant, le père machin, il fait tant de quintaux à l'hectare, c'était pas beaucoup. Et eux, ils disaient, mais vous avez vu, nous, on fait 3 fois plus de quintaux à l'hectare. Sauf qu'effectivement, dans leur champ, à eux, le blé était 20 cm plus haut, il n'y avait plus un seul bleuet, plus un seul coquelicot, plus une seule herbe, etc. Sauf que nous mangions des produits qui nous ont donné des cancers et des maladies d'Alzheimer. Et donc, on va vers un véritable programme de décroissance antilibérale ?
Alors là, c'est le libéralisme qui a rendu ça possible. C'est le libéralisme qui disait à l'époque, la rentabilité fait qu'il faut industrialiser l'agriculture, et pour industrialiser l'agriculture, allons-y avec les produits chimiques. Donc je suis contre ça. Évidemment, je suis contre ça. Pour moi, l'écologie, c'est ça. Pour la décroissance ? Oui, parce qu'effectivement, si la croissance aujourd'hui, c'est exactement la même chose quand vous dites, bon, les écologistes aujourd'hui veulent des voitures électriques. Formidable. Comment on va produire l'électricité des voitures électriques ? Les écologistes, certains écologistes. Non, mais tous les écolos défendent les moteurs électriques. Ils défendent les trottinettes électriques, ils défendent les vélos électriques, ils défendent les voitures hybrides. Ils les condamnent aussi parfois, par exemple. Tant mieux. S'ils commencent à les condamner, c'est qu'ils ont compris effectivement que ces moteurs-là fonctionnaient à une énergie qui est fabriquée dans les centrales nucléaires. C'est-à-dire qu'on a besoin, pour être écologiste et rouler à l'électricité, de centrales nucléaires. Les éoliennes, formidables. C'est-à-dire qu'on bétonne la totalité de la nature. Il y a des millions de kilomètres carrés sur la planète qui ont été bétonnés, qui disparaissent sous le béton, mais on trouve ça formidable. C'est d'une laideur incroyable, pollution du paysage, on s'en fout. Donc je pense qu'une écologie digne de ce nom, qui serait pas confisquée par les bobos qui seraient ruraux, mais qui serait effectivement mise entre les mains de gens qui pensent en termes d'écosophie plus qu'en termes d'écologie. Et je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui, eux, aujourd'hui, sont sensibles à ce genre de choses, qui veulent faire de l'écologie, mais en dehors de l'idéologie. Et l'écosophie, qui est l'écologie en dehors de l'idéologie, elle rend possible aujourd'hui la science au service de la nature.